Bonjour et bienvenue dans cette émission de Studio Lacan qui est consacrée aujourd'hui à la lecture du séminaire. Alors, nous sommes quelques semaines après la publication de l'Acte psychanalytique, le livre 15 du séminaire, et nous recevons aujourd'hui 3 analystes de l'école de la cause freudienne qui lisent Lacan aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas les seuls à le faire, car on le sait, Lacan intéresse depuis toujours, y compris au-delà des cercles psychanalytiques. Mais cette émission va être pour nous l'occasion de revenir sur ce texte très singulier et réputé difficile. Alors, pourquoi est-il singulier, ce texte ? Eh bien, déjà parce que le séminaire fut d'abord un enseignement oral, nous allons y revenir, et c'est dans les années 70 que Lacan chargera Jacques-Alain Miller, n'est-ce pas, d'en établir le texte. Les nouvelles générations ont donc eu uniquement accès à ce texte, là où leurs pères se déplaçaient au contraire pour aller écouter Lacan. Alors nous allons évoquer le séminaire hier et aujourd'hui, on l'aura compris, avec nos 2 premiers invités qui sont Élise Etchamendi et Léander Pasquale. Puis nous accueillerons notre collègue Jérôme Lecaux qui reviendra sur la toute récente publication donc de l'Acte psychanalytique. Alors, bonjour Léander Pasquale, nous allons commencer avec vous. Vous allez nous parler, votre texte, j'étais très sensible à son titre, c'est « L'élan de Lacan ». Donc, nous allons vous écouter à ce sujet. Bon, parler du séminaire de Lacan tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est aussi parler d'une rencontre, celle de Jacques Lacan et de Jacques-Alain Miller. Une rencontre de 2 désirs. C'est de cette rencontre qu'a pu naître le séminaire publié. Ce dernier a pris forme à partir d'un pari de Jacques-Alain Miller, celui de vouloir ne compter pour rien dans ses travaux. Avec son goût pour la clarté, il mise sur la consistance d'un enseignement et essaye de dégager son articulation logique tout en respectant les dits de son auteur et les méandres qu'emprunte celui-ci. Il mise donc sur un travail où les contradictions inhérentes à cet enseignement pris dans un mouvement incessant ne disparaissent pas au profit de la mise au point d'un système cohérent et immuable. Donc, un texte qui tolère les mouvements et les contradictions. Dites-nous davantage. Le séminaire est découpé en 25 livres, chaque livre étant lui-même découpé en leçons hebdomadaires tenues le long d'une année. Or, chaque livre du séminaire n'est pas à proprement parler un livre où son début est contemporain de sa fin. Jacques-Alain Miller a fait le choix de conserver dans le texte écrit l'aspect oral de cet enseignement qui s'inscrit dans une certaine durée. Avant que Lacan ne donne son accord à Jacques-Alain Miller, certains de ses élèves avaient déjà essayé d'exploiter ces séminaires, mais aucune de ces tentatives n'a abouti. La forme qui a convenu à Lacan est celle que lui a présentée Jacques-Alain Miller. Ni résumé, ni travail mêlant les réflexions d'un élève à la recherche de Lacan. Le séminaire établi par Jacques-Alain Miller se tient à la logique d'un texte, présenté en outre sans aucun appareil critique pour maintenir un rapport vivant à l'enseignement qui en découle. Alors on a compris qu'aujourd'hui,
Lacan, on le lit, n'est-ce pas? C'est un texte établi, vous venez de l'expliquer. Donc, qu'est-ce que vous diriez justement spécifiquement de la lecture de Lacan aujourd'hui? La jeune génération dont je fais partie n'a pas connu le docteur Lacan. Quand nous nous référons à Lacan, et non pas au docteur Lacan, nous nous référons à l'auteur et non pas à sa personne. C'est que pour cette jeune génération, et en grande partie grâce à l'établissement du séminaire, nous sommes déjà face à un enseignement métamorphosé en œuvre. Cette métamorphose, de la parole en écriture, de la personne en auteur, n'a pas pour autant cessé de susciter un transfert à Lacan. Et nous pouvons faire l'hypothèse que la façon dont les séminaires est établi y est pour quelque chose, car cette œuvre a une forme telle que les savoirs y conservent une dimension des suppositions, nous l'explique Jacques-Alain Miller dans un entretien sur les séminaires avec François Ansermet. Et il ajoute: Lacan y déjoue la position de l'auteur en tant que c'est lui qui sait ce qu'il dit, de telle sorte que perdure cette dimension de supposition. Alors un auteur qui ne sait pas ce qu'il dit, expliquez-nous ça. Oui. Dans les séminaires, l'auteur de l'œuvre n'est pas identique à lui-même. Lacan contre Lacan, dit Jacques-Alain Miller. Car nous trouvons chez l'auteur l'effort permanent de déjouer sa pensée, ainsi que toute appréhension dogmatique de celle-ci. Par là, le séminaire se constitue comme une tentative inédite d'approcher l'objet même de la psychanalyse sans le figer dans un quelconque traité psychanalytique. À l'instar de l'inconscient, qui s'inscrit en faux par rapport à toute tentative de transparence à soi, Lacan n'était jamais là où il était attendu dans son enseignement. Et nous pouvons même le dire au présent, car l'œuvre reste ouverte à des nouveaux aperçus et à des nouvelles interprétations, et l'auteur reste toujours aussi insaisissable. Le pari de Jacques-Alain Miller a été de nous livrer une œuvre vivante permettant de nouvelles lectures avec les changements d'époque. Une œuvre capable d'interpréter son époque et aussi d'être interprétée par celle-ci. Une œuvre capable d'éveiller et de résister à la routine des significations, à l'endormissement. C'est un point crucial que vous soulignez là, la fonction d'éveil qu'a cette œuvre, n'est-ce pas, et on ne peut pas imaginer plus approprié pour la psychanalyse. Est-ce le désir de Lacan que de continuer à éveiller, même après sa disparition, ou est-ce le désir de Jacques-Alain Miller? Au fond, il s'agirait plutôt d'y reconnaître le désir de chaque psychanalyste. Car nous apprenons avec Freud que l'être parlant a horreur de savoir, les conformismes à l'appui. Il s'agit donc à chaque fois d'un forçage pour viser ce que nous voulons à tout prix éviter, un forçage qui est aussi un désir de persévérer. C'est au fond ce qui nous parvient depuis le séminaire, l'élan de Lacan qui se poursuit à travers nous. Voilà, l'élan. Oui. Merci Léandre d'avoir passé l'élan de Lacan jusqu'au studio du Studio Lacan, jusqu'à notre plateau. Nous allons passer maintenant à la chronique d'Élise Etchemandy, qui va nous parler sous le titre « Lire Lacan aujourd'hui ». Alors, Lacan a la réputation d'être un auteur difficile et pourtant vous le lisez. Dites-nous pourquoi. La première chose peut-être, c'est que quand on lit Lacan, effectivement, on ne comprend pas. C'est très à rebours de l'information immédiatement accessible, telle qu'elle se présente aujourd'hui avec Internet. Lire Lacan, ça reste un exercice difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pique la curiosité de son lecteur, on pourrait dire. Il éveille son désir, c'est-à-dire qu'il suscite son manque, au fond, son manque à comprendre. Il disait d'ailleurs dans la postface du séminaire 11, « Vous ne comprenez pas cette écriture », qu'il écrivait en un seul mot, cette écriture. Et c'est sûr, mais en même temps, tout à la fois, ça nous parle, ça évoque, ça résonne. Alors, la lecture de Lacan semble offrir comme une pause dans le tout-savoir contemporain. Et il faut un travail de consentement de la part du lecteur lui-même
pour qu'il puisse parvenir à rencontrer le texte. Il faut travailler longtemps, il faut relire plusieurs fois, il faut prendre des notes, il faut réécrire, il faut comparer, bref. C'est ardu, mais quel plaisir lorsqu'un énoncé s'éclaire. Alors, j'aime bien votre expression de consentement. On a beaucoup entendu parler du consentement dernièrement. Donc là, le consentement au texte, consentement donc, du lecteur au texte de Lacan. Est-ce que vous pouvez poursuivre là-dessus? Oui, au fond, parler de ça, de consentement au texte, c'est une façon de dire qu'il s'agit de ne pas céder sur son désir, soit ne pas servir à la seule jouissance. Alors, il est souvent dit, que celui qui fait une analyse finit par lire de la lecture psychanalytique, et c'est peut-être pas sans raison. Parce que quand on lit de la littérature psychanalytique, on peut essayer d'y trouver la clé de son propre cas, mais forcément, de ce point de vue, c'est un échec. Par contre, ce qu'il y a, c'est que le goût qu'on peut avoir à rencontrer son inconscient trouve dans la lecture de ces textes un espace, disons, favorable. Il y a des jeux de mots, on peut attraper la logique des rêves, il y a des petits instants de voir. Bref, lire de la psychanalyse provoque bien souvent un certain enthousiasme à un analysant. Mais il me semble que Lacan comporte une spécificité par rapport à Freud. Parce que si Freud proposait une démonstration, et de ce point de vue, il s'apparentait à ce qu'on appelle un scientifique qui démontre, Lacan, lui, nous propose plutôt des trous, des lacunes, des apories logiques, des impasses, bref. Ce n'est pas tout à fait le sens qui fait l'intérêt du lecteur lacanien. Il nous propose, Lacan, plutôt un autre type d'exercice, peut-être plus difficile. On pourrait dire qu'il nous offre un lire et entendre au lieu d'un lire et comprendre. Oui. Bon, d'abord, je dirais par rapport à ce que vous dites sur les lectures des gens qui sont en analyse, je suppose que c'est vrai surtout pour les analysants qui se forment à être des analystes. C'est peut-être un peu moins vrai pour la somme des autres analysants. Mais la distinction que vous faites entre lire et entendre et lire et comprendre, ça me paraît très intéressant. Est-ce que vous pouvez dire davantage par rapport à ce point? Oui, ce que j'essayais de faire passer par cette idée-là, c'est que proposer d'entendre à l'endroit où on croit en tout cas qu'il faut comprendre, comme dans un exercice de lecture, au fond, c'est défendre une éthique. Ce que ça veut dire par là, c'est que donc c'est pas une morale, c'est pas un principe, ce n'est pas déontologique. C'est plutôt insister sur le fait que lire Lacan, c'est déjà se mettre dans une disposition d'écoute particulière. Cette disposition d'écoute, c'est celle qui est perméable aux manifestations de l'inconscient lui-même. Et c'est là, au fond, qu'est le véritable effet de formation de la lecture. C'est-à-dire que le clinicien, quasi dans son corps, prend la forme de ce qu'il va recueillir, tout comme un pot prend la forme, est informé, se forme, disons-nous, du vide qu'il contient. Lire Lacan, c'est déjà ça, c'est former son oreille d'analyste. Et rappelons que Lacan lui-même, comme le soulignait Léander, a peu écrit. En tout cas, il a peu publié, et il me semble là qu'en réalité, c'est bien parce qu'il cherchait à être entendu. Très bien. Alors, vous avez parlé de la formation qu'apporte la lecture de Lacan. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs de formation dont vous pourriez parler? Oui, bien sûr, la première des formations pour un analyste, c'est de faire soi-même une analyse. Alors, il est vrai que les post-freudiens distinguaient deux types d'analyse, l'analyse personnelle d'une part et l'analyse de formation d'autre part, qu'ils appelaient une analyse didactique. Avec Lacan, l'analyse personnelle, c'est déjà une analyse de formation. Il y a d'autres dispositifs de formation auxquels on peut penser, tels que le contrôle. Le contrôle permet de décaler l'analyste des endroits où son propre inconscient interfère dans la cure avec l'analysant. Et puis, il y a le cartel. Alors, le cartel, c'est un dispositif de lecture à part entière. Et au fond, entre l'analyse personnelle, l'analyse, disons, le contrôle et le cartel, on a là les trois piliers de la formation que Lacan avait proposé lors de la fondation de l'école freudienne de Paris en 1964. Alors, c'est quoi un cartel, si vous pouvez nous dire en deux mots, parce que c'est pas sûr que tous nos spectateurs connaissent le terme. C'est même sûr que non. Voilà. C'est même sûr que non. Alors, le cartel, c'est un dispositif effectivement de lecture. C'est un dispositif de lecture à plusieurs qui a ceci de spécifique que, bon, d'abord, il permet d'échanger. Alors, c'est motivant aussi parce que parfois, il faut bien le reconnaître, lire Lacan est difficile et on peut avoir un peu peur de le faire par soi-même. Bon, et puis le cartel quand même, ça ouvre aussi à la dialectique
de la lecture et de l'écriture, notamment lorsqu'il permet d'écrire par exemple la Cartello, qui est la revue des cartels. De l'école de la cause freudienne, vous voulez dire? De l'école de la cause freudienne. Ou peut-être il y a d'autres écoles aussi qui ont appelé ça Cartello, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la revue, c'est l'école de cause freudienne qui publie Cartello. Cartello, qui est une revue électronique, si je... Oui, aujourd'hui, je crois qu'elle ne l'a pas toujours été, mais il me semble effectivement que depuis quelques années, elle est disponible sur Internet. Et le dernier point peut-être sur lequel on peut revenir sur la question du cartel, c'est que au fond, il permet de trouer le savoir analytique. Je pense que c'est là l'effet le plus fondamental du cartel, dont je n'ai pas précisé qu'il s'appelle cartel parce qu'il se compose de 4 cartélisants plus 1 qui orientent un petit peu le travail ensemble, donc cartel référent au quart. Eh bien, le cartel a ceci, qu'il vient comme ça un petit peu réveiller finalement le lecteur. C'est-à-dire que quand on travaille à plusieurs, le cartel permet de renvoyer les points d'impasse des autres au lecteur lui-même. C'est-à-dire ça lui renvoie un point de vue différent, quelque chose peut-être qu'il n'a pas entendu ou même qu'il n'a pas voulu entendre. Donc il y a peut-être parfois un bout de son propre « je n'en veux rien savoir » qui s'éclaire un petit peu dans le travail du cartel. Et il me semble qu'ainsi, le cartel peut être ramené à un dispositif qui permet une ouverture à l'autre, au moins en 3 sens. L'autre du savoir lui-même, bien sûr, l'autre cartélisant et l'autre du pas tout comprendre. Alors donc, votre opposition, entendre, comprendre, là vous la nommez autrement, c'est vous parlez d'ouverture à l'autre. Oui, oui, tout à fait. Je pense que la question du corps et la question de la formation par l'écoute, c'est une formation à l'autre, au sens où précisément, il ne s'agit pas tout à fait de ce qu'on aurait pu apprendre, il ne s'agit pas tout à fait de ce qu'on aurait pu comprendre. Effectivement, il s'agit d'un au-delà de ce qu'on aurait peut-être même pu comprendre. Et cet au-delà, il est avant tout placé dans le dire de l'analysant lui-même. Puisque finalement, c'est une ouverture, l'écoute analytique, c'est une ouverture au dire des patients. Et tout ça, ça me semble quand même assez à contre-courant de l'époque contemporaine, puisque précisément, il y a plutôt un effet de compréhension immédiate qui a à voir avec le registre de l'image, tel qu'il règne, disons, aujourd'hui, tel qu'il est très prégnant, en tout cas, dans nos actualités. Et au contraire, consentir à la logique du trou, du signifiant, comme nous y invite Lacan, c'est vraiment un ailleurs de ce registre de l'image. Et il me semble que ça en fait une formation très unique par rapport à tous les autres champs cliniques et ce qui pourrait être proposé. Bien. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, tu poses la première question. Oui, voilà. Donc, vous avez tous les deux parlé, insisté sur la difficulté de comprendre Lacan quand on le lit. Alors, Jacques-Alain Miller récemment a souligné ce point en disant que... Il a souligné d'une façon très forte en disant que Lacan ne voulait pas être compris. Et il a bien montré que ce n'était pas une coquetterie, qu'il y avait des bonnes raisons très sérieuses dans le fait de ne pas vouloir être compris. Est-ce que vous vous souvenez de quoi Jacques-Alain Miller a parlé? Ou quel est votre avis par rapport à ça? Ou est-ce que... Je pense qu'il y a de très bonnes raisons de ne pas vouloir être compris, déjà, surtout dans l'époque où nous sommes, où la parole tourne en boucle sur Internet. On a l'impression de comprendre très vite les choses. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut aller sur Internet et demander à une intelligence artificielle de nous donner les lignes principales de la pensée d'un auteur ou d'un autre, et disons que le texte lacanien résiste à ce type de... Le texte lacanien, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous dites là, n'est pas Lacan qui veut. On n'est pas là à idéaliser le fait de ne pas être compris comme technique. Il y avait là une raison de Lacan que son enseignement puisse se préserver. Enfin, d'une certaine façon, c'est la raison pour laquelle on le lit toujours pour le déchiffrer, et on le lira en tout cas dans un avenir. Et on le lira toujours dans cette idée de la rencontre. C'est que les lecteurs, pour lire Lacan, il doit y mettre du sien.
Donc il ne s'agit pas de dégager un savoir qui est déjà présent dans cette œuvre, comme pourrait le faire l'intelligence artificielle. C'est que chaque lecteur doit y mettre du sien. Il y a une rencontre avec le texte qui est essentielle à la lecture. Alors il y a le savoir de l'intelligence artificielle, il y a aussi le savoir, c'est un point que Jacques-Alain Miller a souligné, c'est que ce qu'on comprend, c'est ce qu'on sait déjà. C'est ça. Et que donc, pour s'enseigner, il s'agit de ne pas comprendre, rencontrer du nouveau. C'est ça. Et donc il y a cet effort-là de Lacan qui dit plusieurs façons. Il dit que par exemple, à un moment donné, je pense que ce qu'il écrit n'est pas fait pour être lu. C'est-à-dire qu'il s'agit de le déchiffrer. Tout à fait. Maintenant, nous qui le déchiffrons, nous nous amusons pas à ne pas être compris, par principe. Au contraire, on essaye d'éclairer ce que nous lisons. Tout à fait. Bien. Oui, alors justement, cette question du pouvoir d'e-lecture, parce que je crois que c'est ça le terme qu'avait employé Jacques-Alain Miller au théâtre au Châtelet, revendiqué donc par Lacan lui-même. Il me semble tous les deux finalement, vous avez parlé de ça, de cet obstacle à la compréhension, et vous parliez des images, tous les deux vous parlez d'Internet. Effectivement, je dirais. En réalité, aujourd'hui, il y a peut-être un écrasement par le sens, un refus de l'interprétation, quelque chose... Parce que même les images, en réalité, Roland Barthes l'a montré, elles s'interprètent, les images. Elles ne sont pas univoques, n'est-ce pas? Alors donc, on aurait, face à ça, ce pouvoir d'e-lecture de Lacan qui fait obstacle à la compréhension, qui est très important. Je me disais, finalement, c'est ça qui maintient le séminaire vivant. Et on a commencé à en parler de Lacan au passé, bien sûr. Le texte, il a évolué, vous l'avez très bien dit, Léander. C'était pas un texte, justement, au début. C'est devenu un texte, mais c'est un texte tout à fait singulier. Mais c'est aussi Lacan aujourd'hui et Lacan demain. Il y a quelque chose du séminaire qui est toujours ouvert, justement, du fait de cette absence de cette énigme. En fait, c'est un texte énigmatique. Oui, Lacan ne voulait surtout pas que ses idées soient figées et transformées en dogmes psychanalytiques. Le séminaire, il s'inscrit en faux par rapport à cette démarche-là. Donc, on pourrait dire que l'éveil, il est là. C'est que, au fond, il y a toujours quelque chose qui n'a pas été dit et qui peut nous surprendre aujourd'hui et demain. Alors, il y a encore, j'avance encore un point que vous avez amené. Vous avez parlé de votre génération. Disons que votre génération n'a pas connu Lacan. Du coup, pour vous... Nous non plus. Nous non plus. Moi, je suis encore plus âgé que toi. Moi non plus. Et donc, vous dites, pour nos générations, Lacan est un auteur... est une œuvre et pas un auteur... une personne n'est pas une personne, mais une œuvre. Et que, donc... oui, c'est la différence de ce statut. Effectivement, d'une voix, en fait, quand même, d'une personne comme ça qui est sur scène. Aujourd'hui, il est perçu comme un auteur. Et en même temps, il a quand même problématisé ça, et ça à voir avec ce de quoi nous parlons. Il disait, c'est toujours Jacques-Alain Miller, à la même occasion, qui disait que tantôt, Lacan disait qu'on ne le comprendra qu'après sa mort. Donc, c'est là le moment que vous dites, les générations qui n'ont pas connu Lacan, tout en proférant qu'au contraire, il ne faut que 10 ans pour que ces trouvailles deviennent des clichés. C'est-à-dire, c'est deux propositions assez pessimistes de sa part. Enfin, peut-être le fait qu'on comprend après sa mort, ça c'est déjà un espoir. Oui. Oui, alors... Qu'est-ce que ça serait comprendre Lacan? On ne sait pas ce que c'est. Aujourd'hui même, une analysante me parlait de l'aphorisme « il n'y a pas de rapport sexuel ». Et elle me disait qu'elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et pourtant, ça l'interpellait. En effet,
l'aphorisme « il n'y a pas de rapport sexuel » fait partie, aujourd'hui, peut-être de la civilisation. C'est comme l'inconscient de la culture. Et on ne les comprend pas pour autant. Exactement. Donc c'est pas vide. C'est ça. Peut-être avec ça, on peut poser une question à Élise par rapport à cette distinction que vous avez faite entre entendre et comprendre. Finalement, entendre, pour nous, ça serait entendre le signifiant. Le signifiant et pas le sens ou la signification qui, eux, endort. Et vous avez dit que ça, on se forme, avec la lecture de Lacan, on se forme à le pratiquer cliniquement. Est-ce que vous aurez un exemple à nous donner d'avoir entendu le signifiant? Plutôt que compris. Plutôt que compris, oui. Gardez-vous bien de comprendre. Gardez-vous bien de comprendre. Oui, il me semble que c'est ça l'effet de réveil dont parlait également Léander, et qu'on retrouve au fond dans la clinique, qu'on vit quand on lit Lacan et qu'on retrouve à la rencontre même des patients. Une analysante comme ça donc pour répondre à l'exemple, rapportait à quel point elle pouvait être fâchée contre sa mère, qui l'insupportait, qui était terrible. Donc elle explique longuement à quel point sa mère est infernale. Et puis le dire s'étiole. Et puis elle me dit et puis sinon j'ai acheté une montre, et elle rapporte cette montre qui est merveilleuse puisqu'elle donne les mouvements de la lune et les mouvements de la mer. Et je me suis contentée de dire les mouvements de la mer. Et elle a ri fort, et j'ai coupé la séance, bien sûr, puisqu'au fond, on ne parle pas de la même chose quand on parle des mouvements de la mère et quand on parle des mouvements de sa mère, c'est évident. Et pourtant, l'équivoque était là, le rire étant le signe même du décalage que ça avait pu produire pour elle, d'entendre le signifiant tel qu'il sonne. C'est précieux parce que, en fait, Lacan d'ailleurs l'a dit de nombreuses fois, il me semble, dans le séminaire, on prenait son enseignement pour quelque chose de parfaitement ultra intellectuel, et chaque fois il disait non, il montrait comment, effectivement, ce qui l'intéressait, c'était la clinique. Le séminaire 6, du début jusqu'à la fin, il essaye de démontrer en quoi, effectivement, il reprend les rêves, il les réanalyse. Vous faisiez allusion à ça, d'ailleurs, de l'émerveillement que c'est pour un analysant de découvrir ce que c'est qu'une interprétation d'un rêve par Lacan, qui remet sur le métier les rêves connus de Freud. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit dans votre exemple, c'est que vous l'avez arraché à l'axe de la signification qu'elle était en train de produire. Axe sur lequel elle se reprécipite, bien évidemment. Elle se précipite, et voilà, exactement. Donc il y a tout de suite une récupération de ce hors-sens par le sens. Oui. Parce que quand même, elle se met peut-être à ce moment-là à parler de sa mère ou des mouvements de sa mère. C'est un retour à la signification. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'impossible, l'insupportable du savoir est tout de suite recouvert finalement par l'automaton des signifiants. On se remet dans la droite ligne qu'on a l'habitude de raconter et on évite ainsi la petite ouverture de l'inconscient, parfois très pénible, que ça peut occasionner dans une cure. Bien. Bon, France, tu m'as dit que je posais la première question, tu poses la dernière. Moi, je pose la dernière. Alors, oui, c'est une question un peu pour revenir sur cette distinction entre l'enseignement et le texte, qui donne effectivement à ce texte cette singularité, et cette tension aussi, entre hier et aujourd'hui. Je me disais que ce qui était intéressant aussi, c'est que vous disiez c'est pas un livre, en fait, c'est pas proprement un livre, ils sont numérotés 1 jusqu'à 25, mais ce n'est pas à proprement parler un livre dont le début et la fin seraient contemporains. Et ce que je trouve c'est que la manière dont sont publiés les séminaires renforce d'ailleurs ce statut singulier, puisque Jacques-Alain Miller les fait paraître pas du tout justement en suivant un ordre chronologique. Et ce qui permet à chaque fois, me semble-t-il, de raisonner de manière particulière avec l'actualité. Je ne sais pas si ça vous
ce que vous en pensiez. Ça m'est venu en vous écoutant. Oui, je pense que ça va dans le sens de maintenir l'œuvre vivante. Il ne s'agit pas des livres qu'on va retrouver sur les étagères d'une bibliothèque et qui vont prendre de la poussière. C'est vraiment quelque chose qui vient interpeller un moment de l'époque où nous sommes, et même quand ils seront tous publiés. À mon avis, on pourrait parler des rééditions, on pourrait parler d'autres usages de ces séminaires qui continueront d'aller dans ces sens-là. Oui, et on va parler de l'acte psychanalytique, là, dans quelques instants, avec Jérôme Lecaux. Et quand on lit la première séance, Lacan dit l'acte psychanalytique, donc c'est pas l'acte, c'est l'acte psychanalytique, ça intéresse au-delà de la psychanalyse. Hein, il dit ça à ses auditeurs, ça devrait intéresser tout le monde, vous devriez... Bon. Et il a toujours interprété son époque, Lacan, il était toujours au fait de son époque, et il me semble qu'en effet, comme le dit Jacques Alain Miller, il est un penseur pour le monde contemporain. Tout dernièrement, on a beaucoup parlé de ce que, justement, toujours Jacques Alain Miller avait appelé le nouveau dico « je suis ce que je dis », qu'on a beaucoup vu dans les mouvements identitaires, etc. On voit comment Lacan, avec sa théorie du sujet, comment il attrape ça. Enfin, il ne l'attrapait pas tel que, mais comment ça nous aide, nous, à penser ce monde contemporain. Et surtout avec cette idée du réel hors loi. Là, pour le coup, nous sommes au XXIe siècle. Sans loi. Pas hors la loi. C'est vrai, oui. c'est vrai. Bon. Oui, absolument. Donc, un réel sans loi, c'est pour ça que, comme vous dites, la publication de séminaires n'obéit pas au symbolique de 1, 2, 3, 4, mais plutôt obéit aux règles, au mouvement, comme la mère de votre patiente, au mouvement du réel. On va devoir maintenant arrêter notre discussion pour écouter dans la rubrique Actualité de la psychanalyse, Jérôme Lecaux parler de la parution récente du séminaire 15, L'acte psychanalytique. Merci à vous deux. Merci à vous. Bonjour Jérôme, vous avez lu pour nous le séminaire L'acte psychanalytique et vous êtes venu nous en parler. Oui, en février dernier est paru le livre 15 du séminaire intitulé L'acte psychanalytique que j'ai lu avec grand intérêt et que je vais donc vous présenter. Une des façons d'aborder ce séminaire, c'est de garder en mémoire le fait que le mois précédent son début, Lacan a fait sa proposition du 9 octobre sur le psychanalyste de l'école, dont on peut percevoir au long du séminaire les résonances. Jacques Alain Miller a d'ailleurs choisi d'intituler la deuxième partie du séminaire « La fin de l'analyse », à entendre avec l'équivoque. Lacan ne parle pourtant qu'une fois explicitement de la passe, et il en parle alors comme d'un sceau. Alors un fil rouge traverse le séminaire, c'est celui de l'acte, que Lacan traite comme en filigrane de son élaboration, par touches successives. Alors bien sûr, il est question dès le début du franchissement qu'un acte constitue, mais Lacan parle aussi de l'acte symptomatique, ce qu'on appelle habituellement l'acte manqué. L'acte en tant qu'il révèle le sujet de l'inconscient, et il dit « c'est un acte significatif ». Il reprendra cela un peu plus loin en disant qu'un acte est un dire. L'acte est lui-même, dit-il, de sa propre dimension, un dire. Lacan fait remarquer aussi, un acte, c'est lié à la détermination du commencement. Fin de citation. Par exemple, celui qui, dans la tradition antique, lors d'une cérémonie, inaugurait une année nouvelle. Ce commencement, sans cela, n'existerait pas dans le continuum temporel des saisons qui s'enchaînent. Marquer un commencement distingue un avant et un après. Alors, le commencement, c'est bien sûr aussi celui d'une analyse. Mais alors, est-ce un acte de commencer une analyse ? Ou bien, n'est-ce pas plutôt l'analyste qui est du côté de l'acte, du fait qu'il accomplisse ce que Lacan appelle l'acte de poser l'inconscient ?
Il permet ainsi à un analysant d'entreprendre sa tâche. Le début, c'est donc aussi celui d'une pratique de psychanalyste et la question du passage du psychanalysant au psychanalyste. Mais alors, c'est quoi un psychanalyste? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est justement une question que pose Lacan dans ce séminaire, et il apporte plusieurs réponses. Être psychanalyste, tout le monde le sait, ça commence à la fin d'une psychanalyse, dit-il. Et la fin d'une analyse, c'est la réalisation du manque, condition de la réalisation du sujet. Et il dit, le désir à la fin d'une analyse se traduit de cette chose non seulement formulée mais incarnée qui s'appelle la castration. Fin de citation. C'est pourquoi Lacan dit également que la psychanalyse n'est pas un connais-toi toi-même, gnotis et auton, mais qu'il s'agit plutôt de la saisie de sa limite. Pour définir l'analyste, à un autre moment, il utilise la formule qu'il y a du psychanalyste, qui permet de ne pas essentialiser l'analyste. Mais il a aussi cette formule, s'il n'y avait pas de psychanalysant, il n'y aurait pas de psychanalyste, qu'il rapproche avec humour de celle d'Alfred Jarry dans Ubu-Roi. S'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais. Ce qui peut s'entendre comme le fait que c'est aussi l'analysant qui fait l'analyste. Il s'analyse avec lui au sens où il s'en sert comme d'un instrument. Lacan reprend aussi sa définition des variantes de la cure type. Elle paraît tautologique. Le psychanalyste, c'est celui dont on attend la cure. Et il y a encore une autre définition du psychanalyste un peu plus loin. Un psychanalyste s'identifie par son acte. Alors justement, en quoi consiste précisément l'acte psychanalytique? Mais justement, c'est une question que le lecteur du séminaire se pose. Si l'acte psychanalytique par excellence est celui par lequel s'opère le passage à l'analyste, l'acte serait donc aussi par excellence ce qui caractériserait sa pratique. Alors on songe bien sûr d'emblée à l'interprétation, mais alors Lacan nous prend à contre-pied, comme il sait si bien le faire. Il parle de résistance de l'analyste, mais pas au sens où il n'y aurait de résistance que de l'analyste. Il dit « la résistance du psychanalyste se manifeste dans ceci qu'il se refuse à l'acte ». C'est un passage qui se trouve page 131. Et c'est un chef-d'œuvre d'ambiguïté. Lacan dit « il y a toute une zone que l'analyste entoure et laisse en blanc, celle où il est fréquemment appelé par le patient à l'intervention en tant qu'acte. Il peut y être appelé de temps en temps à prendre parti, et même simplement à faire cette sorte d'acte, qui en est bien un, en effet, qui consiste à intervenir par une approbation ou le contraire, ou encore à conseiller. » Fin de citation. Alors, je le laisse à votre appréciation. Est-ce que cet acte dont parle Lacan ici, est-ce un acte analytique? Bon, alors il y a dans ce séminaire aussi tout un développement autour du savoir. Oui, Lacan y pose la question du statut du savoir. Est-ce que le savoir préexiste à sa découverte? C'est une question épistémique fondamentale. Et Lacan dévalorise le fameux exemple de l'esclave que Platon donne dans le Ménon, qui découvre le savoir mathématique. Simple effet de suggestion de la part de Socrate, dit-il. Sans le dire explicitement, Lacan nous indique à plusieurs endroits que le savoir est une création. Il se démarque ainsi de Freud, pour lequel il s'agissait d'un savoir à retrouver, un savoir enfoui, sur le mode archéologique, un trésor caché. Pour Lacan, le savoir s'invente, il se construit, il s'élabore. Même si dans l'après-coup, il peut donner l'impression de toujours avoir été déjà là. Ceci a bien sûr un rapport étroit avec le statut du sujet supposé savoir sur lequel Lacan semble avancer des données contradictoires. C'est quelque chose, dit-il, qu'il s'agit d'éliminer, mais en même temps, c'est une fallace utile au transfert. Et pourtant, il n'y a que le psychanalyste à savoir que ce sujet supposé savoir est une illusion. Pourquoi est-ce une illusion, une fallace? Eh bien justement parce que le savoir n'est pas déjà là. Autre paradoxe, l'analyste qui représente l'objet petit a est présent dès le début de la cure et pourtant l'objet petit a est le produit de celle-ci. On ne va pas vous demander d'expliquer ce que c'est l'objet petit a parce que ça va être un petit peu compliqué. Oui. On va faire confiance à une partie des spectateurs qui connaît déjà le terme. Lacan dit d'ailleurs que pour autant qu'on peut le connaître. Oui, Lacan dit d'ailleurs que c'est le produit du discours et de la tâche analysante que de le produire.
Nous voyons ici se constituer ce que Jacques-Alain Miller a appelé le chiasme de la fin d'analyse de Laplace, le moment de la chute du sujet supposé savoir et celle de l'objet A. Le recours à la logique, à laquelle Lacan fait une large place dans ce séminaire. Jacques-Alain Miller a d'ailleurs intitulé la seconde partie du séminaire « Exploration logique », a justement cet effet. Lacan dit « Tout ce dont il s'agit dans la psychanalyse consiste justement à rayer de la carte la fonction du sujet supposé savoir. » On peut rapprocher la formule de celle de cette proposition du 9 octobre. Le sujet supposé savoir choix, car, dit Lacan, le savoir supposé, c'est le sujet analysant, il l'est devenu. Ça peut paraître paradoxal. Alors pourquoi est-ce que c'est paradoxal, dites-nous? Eh bien, c'est paradoxal parce que Lacan, en acte, dans le séminaire lui-même, dans la façon dont il parle, s'institue sans cesse comme sujet supposé savoir. Il nous montre ce dont il parle et nous enseigne par la forme de son enseignement autant que par son fond. Ne mentionnons que cette interruption du fil des leçons du fait des événements de mai 68. Lacan souligne alors qu'il lui restait beaucoup de choses à nous dire. Il surenchérit. Il ne nous a dit que la moitié et même seulement le quart de ce qu'il aurait pu nous dire sur l'acte. Et il le connecte directement à l'objet perdu, puisque le savoir dont il est question, il ne nous donnera pas plus tard, dit-il. Il n'est pas dans mes us de terminer plus tard ce qui se trouve avoir été interrompu d'une façon quelconque, quelle qu'en soit la cause, dit-il. Ce faisant, il reproduit le procédé du séminaire inexistant, celui des noms du Père, dont il est question au début du séminaire 11. Il fait résonner le manque dans le champ du savoir, un savoir agalmatique pourtant. On pourrait dire que Lacan se tient sans cesse sur le bord érogène. Il titille des questions pour aimanter son propos. Il laisse entreapercevoir, il manie le mi-dire. C'est une stratégie du désir. Car en somme, la fallace du sujet supposé savoir, c'est le confort que l'analysant trouve en logeant le savoir chez l'autre. Il aime celui qui sait, plutôt que de se faire désirant et responsable de la conquête de son propre savoir. Oui, vous dites que Lacan enseigne autant par le fond que par la forme. Oui, car son rapport au savoir, Lacan nous le montre. Il élabore en position d'analysant et ne se positionne pas comme un maître. Il nous dit que son propos est isomorphe, c'est son terme, à son objet. Il parle de l'inconscient à la façon de l'inconscient. Son enseignement réside aussi dans la façon dont il enseigne, qui ne permet pas de figer un savoir comme dans le discours universitaire. Toujours quelque chose échappe à la saisie. Mais en même temps, ce qui caractérise le discours analytique, c'est qu'il prête à conséquence. C'est même à ça que Lacan attribue l'affluence à son séminaire. Ici s'énonce quelque chose qui pourrait bien tirer à conséquence, dit-il, contrairement au discours universitaire spécialement conçu pour n'avoir aucune espèce de conséquence. Alors, si vous aussi vous êtes prêts à tirer des conséquences de ce que vous avez entendu aujourd'hui, lisez Lacan. Ok, d'accord. D'accord, on va lire. Merci Jérôme. Merci Jérôme de nous avoir montré en acte ce que c'est qu'un analyste qui lit tout un séminaire en peu de temps, un séminaire dans lequel il y a beaucoup de contradictions et qui tire un fil. Ce de quoi on a parlé aussi dans des difficultés de quelles on a parlé dans la première partie de l'émission. Notre émission touche à sa fin. Nous disons à nos spectateurs à bientôt, à la prochaine émission de Studio Lacan. Thank you.